Le CAR ASP fête ses 30 ans. Revenons sur quelques événements marquants de ces 30 dernières années. Mais avant, il faut remonter au contexte antérieur à la création du centre. 15-20 ans plus tôt, l'opinion publique découvrait à travers les médias l'ampleur des dégâts écologiques causés par certaines activités humaines. Mars 1967, le Torrey Canyon. C'est la marée noire. L'opinion publique découvre brutalement le danger des rejets d'hydrocarbures à la mer. Au large, les nappes attaquent le poisson de surface et s'étendent en une couche mince qui interdit l'oxygénation du milieu marin. 1 tonne de pétrole couvre 1200 hectares. Le long des côtes, la couche gluante envahit les plages. 200 000 oiseaux sont tués chaque année. Autre danger sur lequel les recherches se poursuivent, le benzopyrène, substance cancérigène que l'on a retrouvée dans certains coquillages et dont on a mesuré une moyenne de 60 microgrammes par 100 grammes de vase dans plusieurs ports bretons. Les 80 000 tonnes du Torrey Canyon, c'était un accident. Mais chaque année, ce sont 3 millions de tonnes de pétrole qui vont à la mer, normalement pour des raisons techniques et économiques. Ce document date de 1970. 2 ans plus tard, en 1972, se tenait un événement sans précédent. Le premier sommet de la Terre jamais organisé par l'ONU. 130 nations représentées à Stockholm pour discuter des moyens à mettre en œuvre pour attaquer surtout le problème de la pollution. Pour la première fois, l'environnement est considéré comme un patrimoine mondial qu'il faut transmettre aux générations futures. La même année, le Programme des Nations Unies pour l'environnement est créé. En 1974, le PNUE lance le Programme des mers régionales. Le Plan d'action pour la Méditerranée est le premier programme. Le cadre légal du PAM est la Convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution. Le protocole relatif aux aires spécialement protégées en Méditerranée est un des 7 protocoles de la Convention. Il a été adopté en 1982. Athéna Mourbourris, ancien point focal du PAM, raconte dans quelles conditions le protocole a été ratifié en Grèce. When we had the discussion at the Parliament for the ratification of the protocol, we needed one more ratification to put the protocol into force. And there were lengthy discussions in the Greek Parliament, and we were risking to postpone once more the discussion. And it was only after midnight that the Parliament decided to approve the protocol. So this means that after our ratification, the protocol entered into force. That was a great moment for all of us in the Mediterranean. Le CAR ASP a été officiellement créé en 1985 pour permettre l'application de ce protocole. Il est basé à Tunis et plus précisément à l'Institut national scientifique et technique d'océanographie et de pêche. Mohamed Ajali Selem était le premier directeur du CAR ASP. Le centre, on l'a eu, nous l'avons installé et il a été inauguré au mois de septembre, je pense, 1985. C'était une occasion vraiment grandiose. Il y avait 2 ministres. Il y avait le ministre syrien de l'environnement, Mounajed, qui est venu en tant que président des parties contractantes. Il occupait la présidence des parties contractantes. Et le ministre tunisien de l'agroalimentaire en ce moment-là, puisque l'Institut dépendait de ce ministère. D'accord. Et quelles étaient les conditions de travail au centre? Très mauvaises, pénibles, très mauvaises. Alors, plusieurs raisons. La première, c'est que moi, je co-gérais les deux, l'Institut et le centre. L'Institut est un établissement à caractère administratif, donc avec beaucoup de difficultés de gestion et d'utilisation de l'argent. On débutait le centre, on n'avait pas beaucoup de personnel, donc on avait une documentaliste, je me rappelle très bien, italienne, de nationalité italienne, un biologiste, un Français, je dis de Grissac, et c'est tout, hein, et moi en tant que directeur. Donc il n'y avait pas beaucoup de monde. Pour l'espace, on était obligé de prendre ce qu'on nous offrait, ce que je vous ai montré, c'était les quelques bureaux et un labo. Et le principal problème et la principale difficulté, c'était la gestion financière. Et la gestion financière, parce que le centre demandait quelque chose de souple, et nous, on était logés dans un établissement public.
Malgré les difficultés, plusieurs réalisations ont été accomplies par la petite équipe du centre. Alain Jeudi de Grissac, premier expert du CARA-SP, délégué de l'UICN, se souvient des 2 premières actions réalisées au démarrage du centre. On avait dû faire des lignes directrices pour la sélection, création et gestion des aires marines protégées, qui a été fait en particulier avec le support d'un expert très connu dans le monde entier, qui était Arthur Dahl, qui travaillait beaucoup sur les îles et sur les autres activités. Le deuxième point important sur lequel on a travaillé, c'était établir le répertoire des aires protégées marines et côtières existantes dans tout le pourtour de la Méditerranée avec le support des pays. Et là, on a fait une chose assez intéressante parce qu'on avait un objectif très précis. Les pays avaient demandé que sur les 5 premières années de travail, il y ait au moins 50 nouvelles aires marines protégées. Donc on a fait le premier répertoire avec les pays, on a sorti cette première version, et je crois que c'était en 89, et on en a sorti une deuxième en 91, où il y avait non pas, on n'avait pas 50 de plus, mais on était passé à 72 ou 60, quelque chose comme ça de plus dans cette période-là. Il y eut 3 plans d'action, le répertoire des ASP, etc., mais aussi des études pilotes menées en Tunisie et le lancement des sessions de formation sur les tortues marines à Chypre. Miroula et Andreas Demetropoulos expliquent l'importance d'un site de formation pour la protection de la tortue marine en Méditerranée. We started with the RAXPA, the Turtle Conservation Project, which is going on until now for so many years. And the most important thing it was that with the RAXPA, we had these training courses on Lara Beach, and the Lara Beach became, with the help of RAXPA, the Center of Education of Maritime Conservation in the Mediterranean. That's the very, very important thing for me. I think, especially through the training courses that are foreseen in the Mediterranean Action Plan for Turtles, we've managed, I think, as a whole, to train people in situ on hands-on courses, so they know what to do and what not to do. And I think this has had an effect in proliferation of projects in the various countries for the benefit of the turtles, of course. En 1990, le centre a organisé à Monaco un atelier de travail pour la création d'un réseau de gestionnaires des aires protégées de Méditerranée. Il avait pour objectif d'améliorer l'efficience de la gestion des AMP. Ce réseau est animé depuis 2010 par l'association MEDPAN. En 1991, le CARA-SP obtient son accord de siège et un nouveau statut. Devenu totalement opérationnel, le centre allait pouvoir vivre pleinement une période d'effervescence en matière d'environnement. En 1992, en effet, s'organisait à Rio le Sommet de la Terre, à la suite duquel il y a eu l'adoption de la Convention sur la diversité biologique et la naissance de l'Agenda 21, qui consacre le concept de développement durable. L'effet de Rio en Méditerranée s'est matérialisé par l'organisation de la conférence de Tunis en 1994, dont les principaux produits sont l'Agenda Med 21 et la Commission méditerranéenne du développement durable. Les changements de Serrat Pala, car non seulement il y avait la volonté des pays méditerranéens de répondre aux défis de Rio, mais aussi la nécessité de corriger certaines faiblesses du système de Barcelone. Le CARA-SP a joué un rôle important dans l'amendement de la Convention de Barcelone, en particulier au niveau du protocole ASP. L'histoire avait commencé dans les coulisses, lors de la réunion des points focaux de 92 à Athènes. Patrick Van Claveren, ancien point focal Monaco, et Mohamed Sayed, ancien directeur du CARA-SP, ont tous deux vécu le passage de cet instrument de l'état d'idée à l'adoption. Dans cette réunion, on avait émis l'hypothèse qu'il fallait peut-être revoir un peu le protocole pour les aires spécialement protégées. Et c'était assez amusant parce que c'était pas dans l'ordre du jour de la réunion, et certaines délégations, je me souviens plus desquelles, non, on peut pas, on n'a pas le mandat, c'est pas possible, on peut pas en discuter. Et moi j'ai dit écoutez, bon d'accord, on n'en discute pas dans la réunion, par contre on va aller au restaurant tout à l'heure, on va en discuter. Et on s'est mis à discuter justement de cette absence de liste d'espèces dans le cadre du protocole ASP, et bon, on a réussi à faire admettre à la réunion que l'on pouvait suggérer
aux parties contractantes d'envisager une révision du protocole. Donc on a terminé le projet et ce projet, on s'est dit finalement c'est pas une révision parce qu'on a tellement rajouté de choses, on a tellement modifié, c'est un nouveau protocole. Et on l'a présenté aux parties contractantes comme un nouveau protocole qui était normalement air spécialement protégé et vie sauvage ou quelque chose de ce type-là, et c'est devenu ASP biodiversité. Et après, bon, il a été passé, on avait rajouté les espèces, on avait rajouté la possibilité de créer des aires protégées en haute mer, ce qui était une première mondiale. Il n'y avait jamais aucun texte juridique qui prévoyait cette clause, et la création de ces aires transméditerranéennes, les ASPIM. Donc ça a été, je dirais, une victoire de la désobéissance positive. Cette période qui nous a permis donc d'élaborer tous ces instruments a été faste donc en produit, et elle a constitué pratiquement l'assise et la base des activités justement du centre pour les années à venir et pour donc les équipes qui sont venues après, que ce soit par l'élaboration du pass bio, que ce soit par les nouveaux plans d'action, parce que le KRSP au départ disposait de 3 plans d'action pour les tortues marines, les cétacés et le phoque-moine, mais après il y a eu des plans d'action sur les oiseaux, d'autres sur les aires protégées, les ASPIM, etc. Donc tout cela a pu être développé parce que les assises et les instruments juridiques étaient bien élaborés dans tous les temps, certes, mais en tous les cas permettent au centre de travailler pour des décennies. Le nouveau protocole ASP-DB entre en vigueur le 19 décembre 1999. Le centre a alors à son actif 3 plans d'action. Avec le plan d'action végétation marine, c'est un changement d'approche qui s'opère. Chedli Raïs, ancien directeur scientifique du centre, raconte ce changement. ASP n'est plus un centre qui travaille seulement sur les aires protégées, c'est un centre aussi qui travaille sur la biodiversité. Il y avait des plans d'action qui étaient en place, il y avait le plan d'action du phoque-moine, il y avait le plan d'action des tortues marines, puis il y avait aussi le plan d'action sur les cétacés. Il s'agissait de plans d'action orientés espèces, et étant donné qu'on avait cette volonté de préserver la biodiversité, on a décidé de lancer une nouvelle forme de plan d'action qui ne s'intéresse peut-être pas à des espèces précises, mais à un ensemble d'espèces, voire à des problématiques. Et c'était un peu aussi le début des raisonnements au niveau mondial de l'approche écosystémique. C'est pour ça qu'on a travaillé sur l'élaboration du plan d'action sur la végétation marine. L'année 2000 est marquée par l'adoption du formulaire standard des données concernant l'inventaire national des sites naturels d'intérêt pour la conservation, le FSD. En 2001, la liste des ASPIM a été mise en place. En 2002, c'est le démarrage du projet MED-MPA. Il a été mené dans 7 pays méditerranéens pour renforcer le réseau d'AMP. Avec ce projet, le CAR-ASP entre dans une nouvelle étape, celle des projets régionaux, financés en partie par des bailleurs de fonds. Adel Hendati était à l'époque le directeur du centre. En prenant les choses en main, j'ai vu que le budget alloué au centre par l'unité de coordination, c'est-à-dire par les parties contractantes du plan d'action méditerranéen, je vois la Convention de Barcelone, je vois que le budget d'investissement pour faire des projets au pays ne dépassait pas 220 000 $ par an. Or, j'ai vu que sur à peu près l'ensemble du budget, si on paie les salaires, et lorsqu'on paie les salaires, on travaille exactement pour 2 mois. Et on reste 10 mois des bras croisés parce que nous n'avons pas d'argent pour le travail. Donc j'ai pensé à chercher des financements extérieurs. On a parti dans des propositions de projets bancables auprès de l'Union européenne et avec l'ensemble du plan d'action méditerranéen, et qu'on a pu avoir le fameux MED-MPA qui a permis à ce que le CAR-ASP se rehausse
au niveau des autres centres en matière d'investissement. C'est-à-dire on a eu 2,3 millions d'euros dans le temps, ce qui est important, c'est-à-dire qu'on a multiplié par 4 ou 5 le budget de l'activité de KRSP. C'est important. Et on n'a pas recruté beaucoup de gens, parce que moi j'ai dit que, et ça, vous pouvez poser la question à mes collègues du centre, qui sont tous des types travailleurs, bosseurs, alors je leur ai demandé, avec les mêmes personnes, on fait 3 fois le travail. C'est important, ça. Entre-temps, il y a eu l'adoption de 3 nouveaux plans d'action oiseaux, espèces indigènes et poissons cartilagineux, et du programme d'action stratégique sur la conservation de la biodiversité biologique en Méditerranée, le PASSBio. En 2006, le KRASP lance un nouveau projet régional, axé sur la caractérisation des herbiers de Posidonie et leur cartographie. Nous arrivons dans la dernière ligne droite, celle des projets qui sont toujours en cours d'exécution en 2015. En 2008, le KRASP lance le projet MED OpenSea. En 2010 est lancé le projet MED MPANet. Et enfin, le dernier né du KRASP, le projet MED Qui Habitat, est lancé en 2013. Tout ce parcours n'aurait pas été le même sans le concours des partenaires engagés pour la Méditerranée, leur collaboration si précieuse, comme le précise Pourri Canals, présidente de MEDPAN. The future of marine protected areas in the Mediterranean requires necessarily the collaboration of all the partners that are acting and working on marine conservation, and that means networks such as the one I'm representing, which is MEDPAN, but also other institutions, but they are in this framework of different partnerships working together. I think that the role of the RAXPA is crucial, because most of the people that work there are working from civil society, even intergovernmental institutions, but we need one that really rises the level and puts all this work in connection with the governments. And this is exactly the role that the RAXPA has. So it's intermediate between civil society, governments, and it's with this joining the forces from the different levels that we could really move ahead and reach the targets and the objectives that we have for marine conservation and specifically for marine protected areas.